Vous pensez que votre vie est difficile. Vous ne tiendriez pas une seule journée au Moyen Âge. Le confort moderne nous a rendus mous, et ce que les gens du Moyen Âge enduraient quotidiennement vous ferait courir vers le XXIe siècle sans vous retourner. Commençons par la nourriture médiévale, car cela seul suffirait à vous faire supplier de rentrer chez vous. Oubliez ces scènes de films avec d'énormes banquets et des cuisses de dinde. C'était pour les nobles. Le reste de la population, c'est-à-dire 90%, mangeait la même chose tous les jours. Une nourriture ennuyeuse, peu nutritive et souvent dangereuse. Le plat principal pour la plupart était le potage, une sorte de soupe aqueuse faite avec ce qui était disponible, des légumes racines, des restes, des bribes, et si l'on avait de la chance, un peu de céréales. Il cuisait dans la même marmite pendant des jours, donc il n'avait pas seulement le goût de la tristesse, mais aussi de la moisissure, des insectes et de la cendre. Le pain était la base de l'alimentation, mais n'imaginez pas une baguette croustillante, ni un pain de mie moelleux. Le pain médiéval était dense, sombre et moulu avec des pierres qui s'effritaient peu à peu dans la farine. Oui, vous mangiez du pain avec des petits cailloux incrustés. C'est pourquoi les gens avaient les dents si usées, non pas à cause d'une génétique forte, mais parce qu'ils se les ponçaient en mangeant un pain qui était presque du ciment. Et voici le pire. Ce pain était souvent contaminé par un champignon appelé l'ergot de seigle. La consommation de ce champignon provoquait des hallucinations, des convulsions, une sensation de brûlure dans les membres, connue sous le nom de feu de Saint-Antoine. Et dans les cas graves, la mort. Certains historiens pensent que certaines vagues d'hystérie collective et de chasse aux sorcières sont justement dues à des intoxications avec ce pain moisi. Imaginez penser que votre voisine est possédée, alors qu'en réalité, vous n'avez mangé que du pain mal moulu. Maintenant, si vous faisiez partie des chanceux qui mangèrent de la viande, ne croyez pas que cela améliorait les choses. Sans sincère, réfrigération ni conservation adéquate, la viande commençait à pourrir rapidement. Pour masquer le goût de la décomposition, on utilisait des épices, mais seuls les riches pouvaient se les permettre. Les autres se bouchaient simplement le nez et priaient. Manger de la viande pourrie était risqué, mais pour beaucoup, c'était mieux que de continuer avec le même potage habituel. Et que buvaient-ils? Vous penserez sûrement, bon, au moins, ils avaient de l'eau. Erreur. L'eau était pratiquement du poison. La plupart des sources étaient contaminées par des excréments humains, des animaux morts ou des déchets. Artisanaux. Boire de l'eau, c'était jouer à la roulette russe avec votre estomac. C'est pourquoi tout le monde, y compris les enfants, buvait de la bière ou une version faible du vin. La fermentation éliminait une partie des bactéries, donc ironiquement, l'alcool était plus sûr que l'eau. Un paysan médiéval pouvait boire jusqu'à 8 pintes de bière par jour, et les enfants commençaient dès l'âge de 5 ans, non pas pour s'enivrer, mais pour ne pas mourir. Le poisson était une autre option si vous viviez près de la mer, mais si vous étiez à l'intérieur des terres, le poisson arrivait salé, séché et probablement des semaines après avoir été pêché. L'odeur était si forte qu'elle pouvait vous terrasser avant même que vous ne le goûtiez. Jusqu'ici, nous avons donc de la nourriture moisie, du pain avec des pierres, de la viande pourrie et de l'eau empoisonnée. Si vous croyez encore que vous survivriez une journée, passons au point suivant, aller aux toilettes. Pour la majorité de la population, aller aux toilettes consistait à utiliser un pot de chambre, une sorte de seau gardé sous le lit. Quand il était plein, on le vidait. Devinez où? Par la fenêtre. Littéralement, on criait « Gare à l'eau !» et on jetait les excréments directement dans la rue. Il n'était pas rare qu'une pluie d'urine et d'excréments vous tombe dessus si vous passiez en dessous au mauvais moment. Dans certaines villes, pour réguler cela, il n'était permis de jeter le contenu du pot de chambre par la fenêtre qu'après 22 heures, mais cela n'empêchait pas les rues de puer et les infections de se propager comme une traînée de poudre. C'était comme vivre à l'intérieur d'une latrine géante. Et si vous étiez dans un château, vous aviez le privilège d'utiliser une garde-robe, essentiellement un trou dans une pierre qui laissait tomber le contenu par un conduit vers l'extérieur du mur. Au château de Douvres, par exemple, les déchets tombaient d'une hauteur de 20 mètres. Imaginez-vous en train de marcher à l'extérieur et que cela vous tombe dessus, car oui, cela arrivait. Les personnes chargées de vider les latrines et les fosses septiques
étaient connus sous le nom de gong farmers en Angleterre. Leur travail, incroyablement dangereux en raison du risque d'asphyxie par les gaz toxiques, consistait à déterrer des montagnes d'excréments la nuit et à les emporter hors de la ville. L'odeur était si pénétrante qu'il leur était interdit d'entrer dans les églises, les tavernes ou les marchés, mais ils étaient bien payés, jusqu'à 4 fois plus qu'un paysan moyen. Pourtant, personne ne voulait de ce travail. Le papier, toilette n'existait pas. On utilisait des feuilles, de la mousse, de vieux chiffons ou même la main gauche. Si vous étiez riche, vous pouviez utiliser des morceaux de laine ou de chanvre. Les Romains utilisaient des éponges sur des bâtons, mais cette connaissance s'est perdue avec le temps. Après tout cela, nourriture pourrie, eau insalubre et toilettes qui étaient des seaux malodorants, il vous restait encore à affronter les véritables difficultés de la journée. Travailler. La plupart des gens étaient des paysans. Ils se réveillaient avec le soleil, travaillaient jusqu'au crépuscule et se couchaient dans des lits partagés, épuisés. Avec des outils en bois, ils semaient à la main, récoltaient à la main et survivaient par miracle. Pendant la récolte, ils travaillaient jusqu'à 16 heures par jour sous le soleil, brûlés, déshydratés et sans repos. On estime qu'un agriculteur médiéval brûlait plus de 4000 calories par jour rien qu'en travaillant. Et il n'y avait ni salle de sport, ni poudre de protéines, ni jour de congé. Seulement le champ, la terre et la sueur, jour après jour. Vous n'aimez pas la campagne? Alors vous aviez d'autres métiers, mais aucun n'était agréable. Les forgerons passaient à la journée entière dans des ateliers remplis de fumée, respirant, des vapeurs toxiques. Les tanneurs travaillaient avec des pots et utilisaient de l'urine dans le processus pour traiter le cuir. Littéralement, ils passaient leur journée à tremper des pots dans de l'urine humaine et des substances chimiques qui leur laissaient la peau jaune et une odeur insupportable. Vous vouliez un avenir meilleur? Alors, on vous envoyait à 7 ans pour être apprenti. Vous viviez avec un maître artisan, travaillant sans salaire pendant des années jusqu'à devenir un compagnon. Si vous surviviez, car beaucoup n'y parvenaient pas. Il y avait des emplois encore pires, conçus pour les plus désespérés, les Link Boys, chez des enfants qui marchèrent la nuit avec des torches pour éclairer le chemin des riches, les Purefinders, qui ramassaient des excréments de chiens pour les vendre aux tanneurs, et le salaire ne suffisait même pas pour acheter du pain rassis. Après une telle journée, le corps en miettes, sans vous être douché depuis des mois, sans intimité ni hygiène, il ne vous restait plus qu'à prier pour ne pas tomber malade. Car si cela arrivait, les choses empiraient encore. Après une journée de travail épuisante, mal nourrie, sans hygiène et sans intimité, la seule chose qui vous manquait pour compléter l'expérience médiévale était de tomber malade. Car si quelque chose vous faisait mal, si quelque chose apparaissait sur votre peau, si votre nez saignait ou si vous éternuiez simplement, le diagnostic le plus probable était un seul: malchance et mort. La médecine au Moyen Âge était un mélange dangereux d'ignorance, de superstition et de torture. Le concept de bactéries ou d'hygiène n'existait pas. La plupart des médecins croyaient que les maladies étaient dues à un déséquilibre des 4 humeurs du corps: le sang, la phlegme, la bile jaune et la bile noire. Si l'une d'elles était en excès, vous tombiez malade. Le traitement le plus courant était donc de vous retirer du sang. La saignée était le remède universel, souvent pratiqué non pas par des médecins, mais par des barbiers chirurgiens. Si vous aviez de la fièvre, ils coupaient une veine et vous laissaient saigner jusqu'à ce que vous soyez pris de vertige. Vous aviez mal à la tête, plus de saignée, une infection, ils accusaient le sang impur et vous drainaient. Certains utilisaient des sangsues qui s'accrochaient à la peau et suçaient le sang, mais d'autres y allaient directement avec des lames ou des aiguilles. Et il n'y avait pas d'anesthésie, seulement de la douleur, des cris et un bandage sale. Un manuel médical de l'époque recommandait d'utiliser 70 sangsues en même temps dans certains cas. Imaginez être malade, fiévreux, tremblant, et que quelqu'un arrive avec un bocal rempli de créatures visqueuses prêtes à vous mordre le corps. C'était ça, la médecine. Et si vous ne mouriez pas de la maladie, vous pouviez mourir du traitement. Le mercure, par exemple, était l'un des remèdes les plus populaires. Il était utilisé pour tout guérir, des éruptions cutanées aux maladies vénériennes comme la syphilis.
Le problème est que le mercure est toxique. Il détruisait lentement vos organes, vous laissait sans cheveux, sans dents et finalement sans vie. L'espérance de vie moyenne tournait autour de 30 à 40 ans. Mais ne vous y trompez pas, cela ne signifie pas que tout le monde mourrait à cet âge. Cela signifie que beaucoup d'enfants mouraient avant l'âge de 5 ans, ce qui abaissait la moyenne. On estime que 30% des enfants n'atteignaient même pas l'âge d'aller à l'école maternelle. La mort faisait partie du quotidien. Voir mourir ses frères et sœurs, sa mère en couche ou ses voisins d'une grippe était normal. Et puis il y avait les pestes. La peste bubonique, connue sous le nom de peste noire, arriva en Europe au XIVe siècle et élimina plus de la moitié de la population dans certaines régions. Les infectés développaient des bubons, des grosseurs noires et purulentes sur le cou, les aisselles et l'aine. Ils mouraient en quelques jours, souvent seuls et abandonnés. On croyait que c'était un châtiment divin ou le résultat d'airs impurs. Ainsi, au lieu d'améliorer l'hygiène, on brûlait les chats, on accusait les minorités ou on organisait des processions d'auto-flagellation pour demander pardon à Dieu. La peste revint par vagues pendant des siècles. Ce ne fut pas l'affaire d'une seule année, c'était une menace constante. Maintenant, supposons que, par miracle, vous ne tombiez pas malade et ne mouriez pas d'une peste. Vous étiez quand même en danger, car si vous étiez accusé d'un crime, le système judiciaire vous traiterait pire que n'importe quelle maladie. Les lois médiévales étaient brutales, aléatoires et profondément injustes. Il n'y avait pas de code légal standardisé. Chaque ville, chaque fief avait ses propres règles. Ce qui était légal dans un village pouvait vous coûter la vie dans le suivant, et il n'y avait pas de présomption d'innocence. Si l'on vous accusait de quelque chose, vous étiez déjà à moitié condamné. La charge de la preuve vous incombait, non pas avec des avocats et des procès équitables, mais avec des jugements par ordalie. Vous ne savez pas ce que c'est ? Voici un exemple. Si vous étiez accusé d'un vol, vous pouviez avoir apporté un fer rouge sur plusieurs mètres. On enveloppait ensuite vos mains, et si les brûlures guérissaient bien en 3 jours, vous étiez innocent. Si elles s'infectaient, vous étiez coupable. C'était aussi simple que cela. C'était comme dire « si Dieu le veut, tu seras sauvé, sinon tu brûleras ». Une autre méthode populaire était le jugement par l'eau. On vous liait pieds et mains et on vous jetait dans la rivière. Si vous flottiez, cela signifiait que l'eau vous rejetait et que vous étiez coupable. Si vous couliez, vous étiez innocent, mais vous étiez mort. C'était littéralement perdant-perdant. Pour les crimes plus graves, la sentence était généralement la mort, mais pas n'importe quelle mort. Les exécutions étaient publiques, lentes et effroyables. Les gens n'étaient pas seulement tués, ils étaient démembrés. Par exemple, le châtiment pour trahison pouvait inclure d'être traîné par des chevaux, pendu jusqu'à l'inconscience, éviscéré alors que vous respiriez encore, décapité, puis coupé en 4 morceaux pour les exposer en guise d'avertissement. Ce n'est pas une exagération, c'est de l'histoire. Les gens allaient d'avoir ces exécutions comme s'il s'agissait de spectacles. Ils apportaient de la nourriture, s'asseyaient en famille et pique-niquaient pendant que quelqu'un était torturé sur la place. Car il n'y avait pas de Netflix, mais il y avait des décapitations. Et si vous étiez noble, les choses étaient différentes. Vous pouviez demander un jugement par combat, c'est-à-dire payer un combattant professionnel pour qu'il se batte pour vous. S'il gagnait, vous étiez innocent. S'il perdait, eh bien vous aussi, l'argent pouvait acheter la justice. Les riches pouvaient aussi payer le prix du sang pour éviter les châtiments. En revanche, les pauvres n'avaient aucune option réelle, seulement la prière. Et les prisons n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui, c'étaient des trous, sombres, humides et infestés de rats. On ne vous y donnait pas à manger si votre famille ne vous l'apportait pas. Sans visite, vous mouriez simplement de faim. La torture n'était pas l'exception, c'était la norme. Elle était utilisée pour obtenir des aveux, punir ou simplement intimider. Le chevalet étirait les bras et les jambes jusqu'à les disloquer. Le broyeur de pouces faisait exactement cela. Vous brisez les doigts un par un. La Vierge de fer, une boîte métallique avec des clous à l'intérieur, était un symbole de douleur perpétuelle. Et si cela ne suffisait pas, il y avait l'humiliation publique. On vous enfermait dans un pilori en bois où les gens vous crachaient dessus, vous jetaient des ordures ou même des excréments. Si vous étiez une femme accusée de commérage ou de rébellion, on vous attachait à une chaise et on vous plongeait à plusieurs reprises dans de l'eau froide.
Peu importait si le crime était mineur, le châtiment était toujours extrême. Maintenant, après avoir survécu aux maladies, au châtiment, à la faim et au travail brutal, il restait encore à affronter le plus sanglant de tout, la guerre. Car au Moyen-Âge, les guerres étaient constantes et n'affectaient pas seulement les soldats, mais tous ceux qui vivaient à proximité. Et c'est ce que je vous montrerai dans la dernière partie de ce voyage, ce qu'était réellement la guerre médiévale, pourquoi même l'armure ne vous sauvait pas, et ce que faisaient les armées avec les villages qu'elles trouvaient sur leur chemin. Si vous pensiez que les maladies, la nourriture répugnante ou la justice absurde étaient le pire du Moyen-Âge, attendez de savoir ce qu'était la guerre. Car même si vous parveniez à éviter tout ce qui précède, tôt ou tard, elle vous rattrapait. Une guerre faisait partie de la vie. Personne n'était à l'abri. La guerre médiévale n'avait rien de glorieux. Oubliez les chevaliers étincelants traversant des champs verts à cheval. La réalité était sang, boue et peur. Et pas seulement pour les soldats, mais aussi pour les femmes, les vieillards et les enfants piégés dans les villages qui se trouvaient au milieu du conflit. Pendant la guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France, les combats se sont étendus de manière intermittente sur plus d'un siècle. La plupart des gens du commun vivaient plusieurs guerres au cours de leur vie. Il y avait des recrutements forcés, des impôts de guerre et surtout des pillages. De nombreux soldats ne touchaient pas de salaire fixe. Ils vivaient simplement de vol. L'armure complète était un luxe réservé aux chevaliers fortunés. Elle coûtait le même prix qu'une voiture de sport moderne. Un artisan devait travailler 3 ans pour se la payer. Donc les soldats du commun portaient à peine un peu de cuir, du tissu rembourré et, s'ils avaient de la chance, un casque en métal. Les épées aussi étaient chères. La plupart utilisaient des lances, des haches ou des outils agricoles modifiés. L'arme la plus redoutée était l'arc long anglais. Capable de tirer 10 à 12 flèches par minute, cet arc pouvait percer une armure à courte distance et ses utilisateurs étaient entraînés depuis l'enfance, à tel point que les squelettes des archers montrent des déformations au dos et aux bras, dues à la tension constante. Dans une bataille, le chaos était absolu. Pas de formation élégante, des cris, du sang et de la confusion. Le combat au corps à corps était brutal. Vous ne mouriez pas sur le coup, vous receviez des coupures, vous tombiez dans la boue. Quelqu'un vous piétinait, puis un autre venait vous achever. Si vous étiez blessé, vous mourriez probablement de toute façon, mais plus lentement. Les blessures s'infectaient rapidement. Il n'y avait pas d'antiseptique. Vous vous vidiez de votre sang ou vous mouriez de fièvre en quelques jours. Mais le champ de bataille n'était pas le seul enfer. Les villes et les villages souffraient autant que les soldats. Entre les combats, les armées se déplaçaient en pillant tout ce qu'elles trouvaient. Elles entraient dans les maisons, prenaient la nourriture, les animaux, les outils, brûlaient les récoltes, violaient les femmes et tuaient quiconque se mettait en travers de leur chemin. Les sièges étaient un autre cauchemar. Une armée encerclait une ville fortifiée et coupait son approvisionnement en eau et en nourriture. Lors du siège de Paris au IXe siècle, les gens finirent par manger des rats, des chats et finalement des cadavres humains. Pour aggraver les choses, les assiégeants utilisaient souvent des trébuchets pour lancer des carcasses d'animaux malades par-dessus les murs, une forme primitive de guerre biologique. Mais la guerre n'était pas seulement synonyme de mort, elle l'était aussi de maladie. Des milliers d'hommes ensemble, mal nourris, sans hygiène, buvant de l'eau contaminée, étaient le bouillon de culture parfait pour les épidémies. Pendant les croisades, la moitié des armées mourait avant d'arriver à destination de dysenterie, de choléra ou de fièvre typhoïde. Et bien sûr, il n'y avait pas de médecin militaire. Si vous étiez blessé, vos options étaient de frotter de la terre sur la blessure ou de prier. Souvent, la seule chose qu'ils faisaient était de vous amputer le membre avec un couteau chaud, sans anesthésie. Maintenant, imaginez vivre au milieu de tout cela, année après année, sans espoir de changement, sans savoir lire, sans pouvoir partir, sans option réelle. Et comme si cela ne suffisait pas, avec une puanteur constante qui imprégnait tout, car oui, la dernière chose que vous perdriez serait l'odorat. Les villes médiévales puaient les excréments humains, la viande pourrie, les corps non lavés, la fumée, le sang, l'urine. Les ordures étaient jetées dans la rue. Les bouchers laissaient les entrailles pourrir devant leurs boutiques. La rivière la plus proche était le dépotoir.
Au Moyen-Âge, tout le monde portait de petits sachets d'herbes aromatiques suspendus au cou en guise de parfum pour masquer l'odeur ambiante. C'était le désodorisant médiéval, quelque chose qui sent mauvais pour que vous ne remarquiez pas que tout sent encore plus mauvais. L'hygiène personnelle était quasi inexistante. La plupart se baignaient 1 ou 2 fois par an. Certains croyaient que l'eau ouvrait les pores et laissait entrer les maladies, donc ils évitaient de se laver pendant l'hiver. Ils pouvaient passer 5 mois sans contact avec l'eau, les poux faisaient partie du paysage, il y avait des peignes spéciaux pour les enlever comme on a des brosses aujourd'hui. Les plaies, les infections cutanées et les croûtes étaient courantes. Les vêtements étaient de porter jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux, rarement lavés, et étaient rêches, inconfortables et sales. Les sous-vêtements étaient un luxe, et les chaussures étaient en cuir fin, sans semelle ni protection. Marcher dans une ville pleine de boue, de clous, de pierres et de déchets était une torture quotidienne. Il n'y avait pas non plus d'intimité. Les maisons étaient d'une seule pièce où tout le monde dormait, mangeait, travaillait et tombait. Malades ensemble. Les lits étaient partagés entre parents, enfants et même des étrangers dans les auberges. Il était courant de dormir à côté d'inconnus. La langue ne vous aiderait pas non plus. Même si vous vous trouviez en Angleterre, vous ne comprendriez pas un mot. L'anglais médiéval était pratiquement une autre langue. Si vous disiez « Comment allez-vous » on vous regarderait comme si vous parliez une langue extraterrestre. Le divertissement était rare et souvent cruel. Les exécutions publiques étaient des événements sociaux. On y vendait de la nourriture, les gens applaudissaient et criaient. Voir quelqu'un mourir était considéré comme un spectacle. Le combat d'animaux était également courant, opposant des chiens à des taureaux enchaînés. Sang, violence, cris, c'était ça, le divertissement. Jouer d'un instrument ou à un jeu était réservé aux nobles. Les paysans n'avaient ni le temps ni l'énergie, seulement le besoin de survivre. Et si vous rêviez de progresser, oubliez. La société était rigide. Vous naissiez paysan et vous mouriez paysan. 90% de la population vivait sans terre propre, travaillant pour les seigneurs féodaux. La superstition était omniprésente. La plupart croyaient aux sorcières, aux démons, aux esprits et à la magie. Si quelque chose de mal arrivait, c'était la faute du voisin qui avait le mauvais œil. L'information voyageait lentement. Une nouvelle de 30 km pouvait prendre des jours. Les lettres se perdaient, les rumeurs étaient plus rapides que les faits, et personne ne vérifiait rien. Si le plus vieux du village disait que c'était vrai, c'était vrai. Telle était l'époque médiévale. Dure, injuste, impitoyable. Si vous êtes une personne moderne, habituée aux antibiotiques, à l'eau propre, à une salle de bain privée et aux droits de l'homme, vous ne tiendriez pas 24 heures. Et c'est la vérité brutale. Le Moyen-Âge n'était pas un conte de fées. C'était une lutte constante pour survivre, une époque que la plupart des gens idéalisent de loin, sans savoir que s'ils voyageaient dans le passé, ils supplieraient de revenir avant la fin de la première journée.